Émile Bergerat, comte facétieux, le mariage de Cambronne. Mon grand-oncle maternel, le capitaine Perrault, était à Waterloo dans la Garde. Il avait été foudroyé par la mitraille anglaise à côté de son général, l'illustre breton, Pierre-Jacques-Étienne Cambronne, le héros du dernier carré, et laissé, comme lui, mort sous la pile sanglante des grenadiers du 2e bataillon de la 3e des Braves, et il eut la chance, si c'en est une, disait-il, d'être relevé lui aussi, vivant encore, par les mêmes infirmiers de Wellington qui cherchaient par ordre son chef dans la bouillie, et avec lui on l'emmena par-dessus le marché en Angleterre. Ils y guérirent d'ailleurs tous les deux, et revinrent ensemble en France sous la Restauration, mon grand-oncle toujours célibataire. Et Cambronne marié, et marié à une Anglaise. Le capitaine Perrault, qui avait tout vu, tout, et ne se donnait plus de rien, ne digérait pas ce mariage. Ce serait, clamait le vieux grognard, à vous dégoûter de l'amour si ce n'était fait depuis longtemps. Fût-ce donc par amour, mon oncle? Qu'il l'épousa, pas autrement. J'y étais, j'en sais quelque chose peut-être. Mais comment? Voici. D'abord, tu connais la phrase, n'est-ce pas, la fameuse phrase, la garde, phrase historique, la garde meurt. C'est ça. Bien moi, je ne l'ai pas entendu, quoique je fusse à côté de lui dans le carré qui fut un triangle, entre parenthèses. Mais elle est authentique, quoiqu'à Londres on la mit en doute lorsque nous arrivâmes. On la discutait partout, dans la plus haute société, et il y suscitait le dénigrement bien naturel de nos vainqueurs. Rien d'aussi beau dans l'Antiquité, disaient les uns, ni dans Corneille, ni même dans les bulletins de la Grande Armée. Il ne l'a pas dit, assuraient les autres. Le général était très embêté du débat. On a su pourquoi que plus tard. La vérité, si tu veux la connaître tout de suite, c'est que ça ronflait terriblement dans le triangle. Perrault, qui me faisait à l'oreille, est-ce que tu te souviens de quelque chose? Ben non, mon général, non, mais ça prouve rien. D'abord parce que je suis que lieutenant, et puis ensuite parce que sur le moment, ça vous a peut-être échappé tout de même. Au milieu de ce boucan, tu m'étonnes. Bon, laissez-le croire, pour l'empereur. À notre arrivée à Londres, les plus grandes familles du pays s'étaient arraché nos vieilles peaux trouées pour les recoudre bien entendu, car c'est la guerre, et quand c'est fini, on s'adore. Nous avions été enlevés par une aristocrate qui, au mérite d'être belle comme le jour, unissait la vertu d'être veuve. Elle nous faisait soigner dans son hôtel même sans regarder à la dépense. Et les petits plats, et les bons vins, et le linge clair, et tout. J'en avais, tu penses bien, mon compte. J'ai été pansé là par des mains où il y avait des bagues comme j'en souhaite à ta promise. Mais pour le général, c'était de la donotation. La patronne vivait quasiment au pied de son lit. Elle ne quittait que le temps d'aller se coiffer, parce qu'elle avait des cheveux comme une meule, en or de soleil, qu'aucun peigne ne pouvait retenir. Enfin, nous guérissions tout le temps dans la ouate. J'avais remarqué, car on a des yeux pour voir, c'est même fait pour cet usage, que mon supérieur louchait un peu vers la toison d'or. C'était encore de son âge, il n'avait que 45 ans, en 1815, étant né à Nantes dans les environs de 1770, comme moi, à 6 mois près. Son avancement lui venait de sa valeur. Moi, je suis de Limoges, pour la Gouverne. J'avais eu d'abord pour chef en Vendée, où nous apprenions le métier, puis sous Masséna à Zurich, de la Iéna et la suite. On ne s'est plus quitté.
Qui voyait Perrault voyait Cambronne, et vice-versa. C'est pour te dire si je le possédais par cœur. Au retour de l'île d'Elbe, par anecdote, il m'avait fait un signe par-dessus la mer. Psst, Pierrot! Et j'étais là au débarquement. On revint à Paris ensemble, derrière l'Aigle. Ça devait finir en Belgique. Enfin, petit, à la réserve du grade, des frères qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Aussi tu juges de mes tribulations quand je le vis se prendre d'heure en heure comme un conscrit dans la tignasse de l'anglaise. Mais j'aurais jamais cru ça. Ah non, jamais je l'aurais cru. Ne tardâmes pas à être debout l'un et l'autre et prêts à recommencer. Mais outre qu'il n'y avait plus d'empereur, nous étions bel et bien prisonniers de guerre, et par conséquent forcés de moisir en Angleterre. Je me mis à donner des leçons de Limousin, d'où le français dérive, et le général resta campé chez la belle hôtesse, qui ne voulut pas le laisser partir. Il se laissa faire violence, et au bout d'un mois, il fit la quenouille à ses pieds. Tu sauras un jour, mon garçon, ce qu'une jolie blonde peut faire d'un grenadier. Il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de France. Il ne reste qu'un pauvre bougre au bout d'un fil, comme un chien derrière une jupe. Et alors elle te laisse qu'elle voulait, d'un sourire, rien qu'en se cardant devant lui, et tout te dit, excepté cependant une chose, à savoir qu'il lui parla de Waterloo. Sur ce chapitre, bouche cousue. Il la regardait, sans répondre, de ses yeux bretons, couleur de mer, et il s'y insistait, il lâchait la quenouille et s'en allait errer dans ces rues au nom d'impossible, où il n'y a qu'à dire Dieu vous bénisse. Or elle voulait, l'anglaise, que Cambronne lui parlât de Waterloo. Elle ne l'avait pris chez elle que pour ça. Oh, j'en ai la conviction absolue. Tenir la vérité vraie sur la bataille de celui qui en avait été le héros, c'était le nanan du nanan pour ces 32 dents britanniques. Elle damait ainsi le pion à toutes ses rivales de la gentry. Et c'était comme si elle eût l'orthographe du dernier bulletin de Napoléon. Mais le général demeurait muet et impénétrable. Voyons, de vous à moi, les portes closes. La phrase, la magnifique phrase, lui demandait la sirène, telle qu'on la cite, l'avez-vous dite? Répondez-moi si vous m'aimez. Il secouait la tête, mais ne décelait pas la mâchoire. Ah, s'écria-t-elle, vexée, vous savez qu'on l'attribue à un autre? Laissez, faisait le persécuté, qui était la probité même. Cette probité n'avançait pas ses affaires de cœur. Et il se rendait fort bien compte que l'intérêt qu'il inspirait à l'hôtesse diminuait de jour en jour avec la certitude d'avoir à elle et chez elle l'homme du monde immortel. C'est encore une vérité, petit, que ton grand-oncle doit t'apprendre. Que moins elle nous aime, plus nous les aimons. C'est la sacrée nature qui veut ça. Le pauvre général en tirait la langue d'une aune. Elle en jouait comme d'un sourd ou d'une souris. À chaque visite que je lui faisais, je constatais son dépérissement. Ah ça, mais qu'est-ce que vous avez donc, mon supérieur? C'est-il la France qui vous ronge? Et je lui racontais, pour le consoler, qu'il l'avait flanqué dans une île à requins et qu'il n'avait plus rien à faire là-bas pour les grognards. Mais il ne m'écoutait pas plus que le chant du merle dans une batterie. Un matin, enfin, il jeta son caveçon. « Péo, il faut que je me marie. »« Vous, où ça ?»« Ici. » Et ce fut tout. J'avais compris. On ne discutait pas avec Cambronne. Alors la garde se rend, fut tout ce que je trouvais à lui dire. Et je pleurais, mon gars, oui, moi, un dur à cuire, je pleurais comme une demoiselle. La fin de l'histoire n'est pas longue.
À 45 ans, on ne se défend plus. Cambronne demanda sa main à la veuve. Elle n'y mit qu'une condition, et tu la devines. Non, mon oncle. Oh, tu es donc bête. La condition, c'est qu'il lui dirait, non plus à elle seule, mais devant toute sa famille résumée en une soirée de fiançailles, la phrase textuelle et véridique du dernier carré, qui, je te le répète, fut un triangle. Et il en était si fou qu'il y consentit. Seulement, vois-tu, conclut le capitaine Perrault en tire-bouchonnant sa moustache, celle qui le répéta à ses angliches, c'était la vraie, celle que j'avais entendue, la bonne, plus courte de 7 mots que l'autre. Telle est l'histoire du mariage de Cambronne. L'empereur ne l'a jamais su à Sainte-Hélène.